Skirat, 10 juillet 1971, l'anniversaire du roi. Dans le faste du palais d'été, des centaines d'invités, des notables du monde entier. 14 heures, sur l'ordre du colonel Ababou, l'un des chefs rebelles, les cadets de l'armée ouvrent le feu. Tirs de mortier, rafales de fusils mitrailleurs. Les militaires ont été drogués, ils tirent sur tout ce qui bouge. L'attentat de Skirat aura fait plus de 100 morts et 150 blessés. Hassan II en réchappera. 10 conjurés sont immédiatement passés par les armes. Pour les autres, 1080 accusés, un procès fleuve. « 16 août 1972, aéroport de Rabat-Salé. Les chasseurs F-5 attaquent le Boeing Royal qui revient de France. Instigateur du complot, le général Oufkir, son suicide est annoncé quelques heures plus tard. Bilan de l'attentat, 13 morts, 50 blessés. 13 janvier dernier, 11 officiers et sous-officiers sont exécutés. Pour aucun des condamnés à mort, le roi n'a usé de son droit de grâce. Nous n'avons rien à regretter, dira-t-il, des décisions que nous avons prises sciemment et consciemment. Sire, ceux qui vous entourent disent que vous avez un sens très profond de l'amitié. Et pourtant, vous avez été souvent déçu, trompé, trahi même. Et là, je pense au général Medbourg, au général Oufkir, le responsable de Skirat ou de l'attentat du Boeing. Vous savez, comment expliquez-vous ces trahisons? Vous savez, il est déjà tellement difficile d'expliquer ce qui se passe en soi qu'il serait prétentieux de décrire ce qui peut se passer dans l'esprit d'autres personnes. D'autant qu'il y a certains noms dont je préfère ne pas parler. L'amitié est une chose nécessaire. Un homme qui n'a pas d'amis n'est pas un homme. Et je préfère encore, personnellement, être victime d'une amitié plutôt que d'être l'assassin d'une amitié. Je préfère que... Je ne dis pas que ce soit du masochisme, mais je préfère qu'il soit dit que j'ai été trahi plutôt qu'il soit dit que j'ai trahi une amitié. Je sens personnellement que je ne suis pas moi-même dans un certain nombre d'interviews que j'ai accordées depuis 1 an ou 2 ans. Je ne suis pas moi-même parce que j'ai l'impression, vraie ou fausse, que il y a une sorte de curiosité un petit peu morbide, comme celle de ceux qui vont au cirque, pour voir un petit peu de près ce phénomène qui a échappé 2 fois d'une façon miraculeuse à ce que les ordinateurs auraient barré d'un seul coup. J'ai horreur d'être la vedette, j'ai horreur d'être interviewé, j'ai horreur d'être sollicité parce qu'il y a un événement qui amène la curiosité des gens. Étant personnellement très respectueux de la vie des autres, je n'aime pas le côté exhibitionniste. D'autres auraient tout fait au lendemain de ce qui leur est arrivé pour payer les gens et qu'ils viennent le voir. Je peux vous assurer que j'ai été personnellement tellement déçu par certaines presses que je suis prêt à payer pour que personne ne vienne plus me voir. Car j'estime que dans ma situation, je peux faire qu'on me juge sur mes actes et non pas sur un contexte qui est complètement troublé, falsifié, de bonne ou de mauvaise foi. C'est le représentant de la radio et de la télévision égyptienne qui pose une question. Je vais la lui poser en arabe, mais avant de la lui poser, je la poserai en français. Comment se fait-il que seul le président Anwar Sadat n'ait pas envoyé un télégramme ou un message? Quand vous m'aurez répondu à ma question, je répondrai à la vôtre. Asseyez-vous. Pensez-vous que le général Oufkir est trempé dans le complot de Skirat? Et dans la négative, comment expliquez-vous son changement? Mais d'une façon générale, je peux vous dire une chose, c'est que tout le monde, toute la presse française s'est posé la question. Comment est mort Oufkir? Pourquoi est mort Oufkir? Qui a tué Oufkir? Mais aucun d'eux ne s'est posé la question, comment allait mourir Hassan II? Et les 43 personnes qui étaient avec lui. Hassan II a survécu aux attentats et, avec lui, les traditions de la dynastie alaouite.
Pour annihiler les complots, pour remettre au pas certains privilégiés, le roi prend en main le haut commandement de l'armée, limoge des fonctionnaires, change de gouvernement, annonce des élections libres. Hassan II veut démocratiser la monarchie, mais il a fort à faire avec les hommes et les institutions établies depuis l'indépendance. Le roi veut tout voir, tout comprendre, tout analyser. Hassan II n'a plus confiance qu'en lui-même. N'y a-t-il pas, au fond, un sentiment d'une certaine solitude chez vous? Oui, dans un sens. Dans un sens que on ne peut pas tout vulgariser. Certes, la démocratie veut dire et signifie qu'il faut mettre le maximum de monde dans le cou et dans le bain. Il faut le faire. Et il est certain que plus on peut associer de personnes à la conception de la chose, mieux cela vaut, parce que personne ne peut prétendre avoir la science infuse. Mais également, il faudrait les associer au maximum dans l'exécution, et pour qu'ils exécutent intelligemment, il faut qu'ils aient compris le maximum. Or, les uns comprennent, d'autres ne veulent pas comprendre, et d'autres, enfin, ne peuvent pas comprendre. Quel est le personnage du roi Hassan II? Il est certain que ce personnage change beaucoup, tant vu par soi-même, selon les états d'âme et les moments, que vu par les autres. Et même en pleine subjectivité, le sujet ne peut pas être analysé de la même façon ni sous tous les angles. Par exemple, quand je me juge et que je juge mes actes, ça dépend du moment, du cadre, de l'heure de la journée, du travail accompli, des problèmes en suspens, de la façon dont certains ont été résolus. Il est certain que le jugement n'est pas toujours le même. Et je pense que tout jugement porté sur ma personne maintenant, dans l'état actuel des choses, dans cette bouilloire qu'est l'humanité, dont on ne sait s'il faut aborder ces problèmes démographiques, ou ces problèmes de nutrition, ou ces problèmes d'équilibre social, ou ces problèmes de paix familiale. Il est certain qu'on voit mal le cheminement que peut faire un petit navire sur cette bouilloire. Mais l'humanité ne peut pas permettre, dans cette deuxième moitié du XXe siècle, de porter un jugement quasiment définitif sur un responsable à l'échelon étatique. Vous êtes partisan d'être toujours au milieu de votre peuple? Vous savez, ce contact constant, cette sensation de n'être qu'un, c'est la seule raison parfois, au milieu des grandes tempêtes et des injustices, c'est certainement la seule et unique raison qui fait que l'on veut encore rester là où on est. S'il n'y avait pas cela, j'estime que tout homme peut vivre n'importe où, n'importe comment. Toute personne qui peut avoir le courage de sa reconversion peut se reconvertir facilement.
Donc je ne me sens pas condamné, de par mes habitudes ou de par mes goûts, à vivre comme je vis. Je pourrais parfaitement vivre autrement. Mais ce qui me maintient là où je suis, c'est parce que je sens que je suis utile à mon peuple. Peut-être pas autant que je le voudrais, peut-être pas autant que certains le souhaiteraient, peut-être pas de la manière dont certains le voudraient, peut-être en n'ayant pas les moyens que je voudrais avoir, ou que je souhaiterais avoir, mais compte tenu de ce qu'on est, de ce que l'on a, eh bien, disons que nous faisons au mieux. Pouvons-nous aborder les problèmes politiques? Allez-y. Il y a tout de même quelque chose de changé aujourd'hui dans la situation politique au Maroc. C'est que vos propositions d'ouverture aux partis politiques d'opposition est une formule un peu nouvelle. Non. J'ai toujours eu des ouvertures à leur égard. Et j'ai toujours proposé qu'ils participent. Seulement, il est certain que il y a des conditions de fond et de forme qui ne peuvent pas être acceptables. On ne peut donner tout pouvoir à une fraction de l'opinion publique ou à un parti politique ou à un groupe de partis politiques en dehors de tout garde-fou qui serait le Parlement, donc de représentation populaire, et en dehors de tout critère concernant leur représentativité. Eux-mêmes le comprennent du reste. Certes, il est certain qu'ils se rendent compte que les problèmes sont complexes, qu'il est plus facile de rester dans l'opposition que d'être en première ligne. La porte reste large ouverte pour vous. Toujours. Toujours. C'est du reste la raison même de ce trône et de cette institution qu'est la monarchie, à savoir qu'il n'y a pas d'exclusive. Et il ne saurait y avoir d'exclusive. La porte reste ouverte et le dialogue doit rester constant. Mais il n'y a pas que la politique intérieure. Hassan II doit faire face aux problèmes islamiques, à l'évolution du monde arabe et, comme ici, aux problèmes africains. Au dernier congrès de l'OUA, dont il est le président, un grand absent. J'aurais personnellement souhaité, en tant qu'homme, en tant qu'arabe, en tant qu'Africain, j'aurais sincèrement souhaité que son Excellence le Président de la République de Libye soit présent parmi nous. Chaque soir, les ondes de la radio libyenne inondent le Maroc de slogans hostiles au régime. Depuis Skirat, le colonel Kadhafi a engagé une lutte d'influence. Il est certain que dans le contexte du Maghreb arabe, la Libye est une partie importante. Et dans la mesure où les malentendus peuvent être levés, ils le seront. Étant entendu que pour moi, ça ne peut être que des malentendus, car je ne me vois pas demain me promulguant chef de l'État libyen, et ni ne voyant le colonel Kadhafi se promulguant roi du Maroc ou président d'une république marocaine. Enfin, ce serait le non-sens. Donc, tout ça ne rime à rien et n'a aucune finalité. Disons qu'il fait le jeu de pas mal de puissances tierces ou occultes, justement, qui provoquent ce bouillonnement dont je vous parlais tout à l'heure, ce bouillonnement de l'histoire du XXe siècle, dont on ne saura le cheminement que dans 100 ans ou 75 ans.
Pour la grande majorité des Marocains, le souverain est avant tout le représentant du prophète, l'imam des croyants. Il est le chef religieux d'un pays dont les institutions découlent du Coran. Si c'était à refaire, sire, est-ce que vous choisiriez d'être roi, de faire ce métier de roi? En réalité, je ne l'ai pas choisi, dans ce sens que je savais que mon père m'y prédestinait, que toute la formation qu'il m'a donnée ne tendait qu'à cela. Et je peux dire que j'ai eu la chance de travailler avec un patron extraordinaire. Seulement dans mon esprit, très franchement, alors je ne me voyais pas du tout roi, parce que nous en parlions souvent. Je disais, sire, vous êtes encore jeune, nous avions 20 ans de différence. Il me disait, mais pourquoi, monsieur, enfin, sire, vous ne voyez pas, vous êtes encore dans la force de l'âge, vous pourrez régner jusqu'à l'âge de 65 ans, 70 ans. Vous ne me voyez pas intronisé à l'âge de 50 ans avec des cheveux complètement blanchis et une main qui peut-être se mettra à trembler sur le pommeau de la selle. Il y a comme une petite coquetterie, je disais. Et alors je lui disais, bon, peut-être que j'ai un fils et que vous l'éleviez comme moi. Mais vu la conjoncture, vraiment, il a fallu cet accident. Jusqu'à 10h30, je le voyais en bonne santé. À 3h, il rendait le dernier soupir. Ça n'était ni une longue maladie, ni une agonie. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كمهل صغير في البطون كغلي الحميم خذوه فاعسلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا خاصه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس. C'est l'homme qui m'a le plus marqué, indéniablement. Et puis il avait un sens de la bonté, de l'indulgence. Pas pour tout le monde. Pour moi, par exemple, il s'est montré rarement indulgent. Est-ce que vous avez hérité de cet esprit d'indulgence? Et est-ce que vous avez le sens du pardon, par exemple? Le sens du pardon est une chose. Et, si vous voulez, la recherche de la motivation en est une autre. Rechercher la motivation est une sorte de psychanalyse. Alors, dans les actes des hommes, on recherche toujours qu'est-ce qui a pu les pousser à demander, à réclamer, à faire ou à ne pas faire. Il est certain que cette recherche est une indulgence, dans ce sens que c'est le check-up de l'action humaine qui vous permet de savoir, est-ce vous qui vous êtes trompé? Est-ce vos paroles qui ont été mal interprétées ou mal exprimées par vous-même? Ou est-ce vraiment de la mauvaise volonté de l'autre côté? Ça, c'est très important. Ce qui permet donc de rectifier le tir à tout moment. Le pardon est autre chose. C'est encore dans l'enceinte du palais que le roi s'accorde quelques loisirs, mais il aime à dire qu'à aucun moment de la journée il n'oublie les affaires du royaume. Dans cette allée du palais de Rabat, Hassan II traite des choses de l'État avec son frère, le prince Moulay Abdallah, ses ministres, ses conseillers ou les théologiens de l'islam. Les gardes du corps ne se montrent pas, mais ils sont partout. En général, je commence ma journée assez tôt, à partir de 9h15, 9h30. Je commence à travailler pendant mon petit déjeuner. Et par la suite, vers les 10h30, je prends un exercice physique quelconque. Quand je peux monter à cheval, je monte à cheval. Quand je ne peux pas, je joue au golf. Toujours dans l'enceinte du palais, voici le golf royal. C'est un privilège que d'assister à la partie du roi. Derrière Sa Majesté, un cortège de familiers, un ambassadeur, des aides de camp, un ou plusieurs ministres, des cadets, des policiers en civil, et puis cette voiture pour les premiers secours.
Vous mettez jamais dans le point de mire, vous gênez beaucoup de joueurs. Vous pouvez vous mettre en face. Oui, voilà. 5 عمد 5 عمد 5 Ah oui, voilà. And he wants to play match play. Ah oui, c'est normal. Pendant ce laps de temps, du reste, les choses continuent à se traiter, soit par téléphone, soit par ordre à donner et à recevoir. Je déjeune en général entre 1h30 et 2h. La plupart du temps avec quelques ministres. Après un repos, eh bien, je reprends mon travail entre 17h et 17h30. Ce travail n'est pas toujours le même. Il peut aller, comme vous avez pu le constater, depuis la présidence d'un conseil des ministres à une commission interministérielle, à la remise de fonctions de haut grade dans l'administration civile ou militaire. Il se peut aussi que je reçoive des gouverneurs ou d'autres fonctionnaires. Et puis, à partir de 7h30, je rentre chez moi. Toujours avec énormément de courriers à signer, des avis à donner, des orientations, des directives. Et ça ne s'arrête pas. Dans ce royaume qui compte 16 millions de sujets, parmi les préoccupations essentielles, le salaire et l'emploi. Le chômage atteint ici une majorité de jeunes et le salaire minimum dans l'industrie est fixé à 190 francs par mois. وهكذا ولاد المسلمين المكتوب عليهم لا إله إلا الله محمد رسول الله خرزات أهل الشام خرزات الشرفاء والنقيب الأشراف ما هو إلا بين يدهم وخرزات العلماء وكذلك قاضي المسلمين ما هو إلا بين يدهم وخرزات سائر C'est la voix de Mao Tse-tung et la musique chinoise des grandes parades de Pékin. Ainsi, à l'âge de 9 ans, le petit prince héritier Sidi Mohamed est éduqué avec son frère et ses 3 sœurs dans une école spécialement construite pour eux dans l'enceinte du palais de Rabat. وهذه قرأة في إثرها ظهرت وتلك ناؤورة في جنبها شجرة. Les camarades de classe sont triés sur le volet les meilleurs élèves des écoles communales ou des orphelins de l'attentat de Skirat. Qui sont leurs parents? Aziz Ben Yassine, boulanger Ben Yassine. Zouir Ibrahimi, tailleur de Sa Majesté. Mohamed, colonel Mbarak. Fadel Ben Yaïch, docteur Ben Yaïch. Sidi Mohamed, Hassan. Vous n'avez pas dit la profession de votre père. Roi. Majesté, est-ce que vous êtes un père sévère pour vos enfants, autoritaire? Il le faut bien parce que très peu de personnes le sont pour eux. Et j'estime que la sévérité du père remplace toutes les autres. Car elle se manifeste rarement, mais d'une façon courte. Une sévérité ne doit pas s'exercer longuement à longueur de journée. Mais il doit avoir quand même un certain nombre de feux rouges au cours de la journée. Et seul le père peut donner le feu rouge et mettre vraiment la plaque du sens interdit. Je suis peut-être très vieux jeu sur le plan de l'éducation, mais j'ai été élevé comme ça et je compte les élever comme j'ai été élevé moi-même.
Est-ce que vous êtes un homme heureux? Je suis heureux dans ce sens que quand je fais le bilan de ma vie, dans tout bilan il y a la colonne positive, la colonne négative, et à partir du moment où le crédit est plus que le débit, on peut être heureux et ça peut vous encourager à continuer. Je suis heureux parce que je remercie Dieu de m'avoir donné une belle famille que j'essaie d'élever, d'éduquer dans les principes de notre religion, de notre langue et de notre civilisation. Je suis heureux parce que j'ai la conviction que, dans la mesure où je le peux, je n'ai fait que du bien autour de moi et que je n'ai pas fait de mal ni de tort à personne. Je suis heureux enfin parce que je me sens au milieu de mon peuple, pour citer Mao, comme le poisson dans l'eau. Enfin, j'estime qu'un homme, pour être heureux dans la vie, il lui suffit de dire, je m'excuse du terme, mais il est courant, je n'ai pas raté mon affaire. À partir du moment où on n'a pas raté son affaire, et qu'au contraire, il s'avère qu'on est loin de l'avoir raté, comme on dit, mais de l'avoir réussi, relativement et humainement, mais il y a toute raison d'être heureux. عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.